Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir. C'est l'heure de votre émission, l'Actu en débat, le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. Au thème de notre débat de ce jour, deux sujets font fait l'objet du débat. Il s'agit en premier lieu de la sécurité routière, comment arrêter les cartons sur les routes, et le report de la rentrée scolaire, qu'en est-il des sinistrés? Nous en parlons avec Mohamed Kanouté, journaliste et rédacteur en chef du site d'information Mali 24. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Brahma Soulou, également journaliste et correspondant des médias au Mali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. La route Bamako-Ségou fait peur aux usagers en raison de la fréquence des cas d'accidents. Moins de 3 mois d'intervalle, 4 accidents graves se sont produits sur ce axe. Le dernier en date du lundi 7 septembre sur la Nationale 6 dans le village de Lamina-Bougou. Bilan provisoire selon le ministère, 8 morts, 19 blessés graves. Soulou, doit-on avoir peur d'emprunter la Nationale 6? Merci Paulin. D'abord, à l'entame de cette analyse, on présente toutes nos condoléances aux familles des victimes, que l'âme de ces victimes repose en paix et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. À la question de savoir est-ce qu'il faudrait avoir peur ou craindre de ce taxe, moi je dirais non, la route ne tue pas, c'est nous, ce sont les humains qui se tuent. La route, elle ne tue pas, ce sont les humains qui se tuent parce qu'il y a des règles fixées pour tous les usagers de la route. Et les usagers ne respectent pas ces règles-là. Quand on voit Bamako-Ségou, il n'y a pas un panneau qui indique 100 heures. Tous les panneaux indiquent 90 heures. Oui. Voilà. Donc quand on voit des véhicules rouler à tombeau ouvert avec souvent une vitesse avoisinant les 120, 140 heures, c'est pas la route. C'est pas la route qui vous dit rouler sur moi comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur de la route. Mais ce sont les autorités qui doivent, les autorités qui nous fournissent ces communiqués chaque jour, c'est elles qui doivent prendre les mesures qui s'imposent. Et aujourd'hui, les mesures qui s'imposent sont quoi? On reviendra justement sur ces mesures qui s'imposent. Kanouté, alors oui. Faut-il avoir peur d'emprunter la Nationale 6 vu le nombre d'accidents? Merci beaucoup pour la question. Et à l'entame de mes propos, permettez-moi également de m'incliner devant la mémoire de toutes ces victimes. Également de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Comme l'a dit Soulé, vous savez, en réalité, la question relative aux accidents aujourd'hui, c'est une question très délicate. C'est une question très sensible et c'est une question aujourd'hui qui nous interpelle tous. Qu'on emprunte ces routes ou qu'on emprunte d'autres voies aujourd'hui, il est évident que les accidents de la circulation, ces accidents sont aujourd'hui au cœur de débat Bamako. Pour la simple raison qu'à chaque fois qu'il y a accident, c'est des pertes en vies humaines, c'est des dégâts matériels importants. Et la question qu'on cesse de se poser aujourd'hui, à qui la faute? À qui la faute? Est-ce à l'État? Est-ce au chauffeur de car? Est-ce au promoteur de compagnie? Ou même est-ce la faute même à nous, passagers, qui ne cessent d'emprunter ces cars à la longueur de la journée? Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir peur? Oui, on doit avoir peur si des mesures urgentes ne sont pas prises pour mettre fin à l'hécatombe. On doit avoir peur si c'est pas... Justement, c'est vrai que c'est pas que la route des Ségou, presque tous nos routes sont des routes accidentogènes, mais vu le cas des Ségou, cela devient un peu inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement aujourd'hui? Vous savez, la vérité, elle est amère. On a tout le temps dit la vérité, elle est rouge les yeux, mais la vérité ne crève pas les yeux. Aujourd'hui, seul l'État peut faire quelque chose. En toute honnêteté, en toute sincérité, il faut que l'État prenne toutes ses responsabilités. Au-delà de la carotte, que l'État applique le bâton. Qu'il y ait des sanctions. Au-delà des sanctions administratives, au-delà des sanctions pénales, au-delà des sanctions privatives de liberté, moi j'opte aujourd'hui pour une sanction pécuniaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a accident, que la compagnie qui est impliquée dans l'accident, que la compagnie vienne à payer pour chaque victime, moi c'est une somme colossale allant de 20 millions à 30 millions. Que l'État fixe ça. En ce moment, les compagnies sauront que, mais ceux-là qui sont dans des cas, ce ne sont pas des bétails, c'est des êtres humains comme nous. Imaginez aujourd'hui quand il y a accident, le chauffeur meurt,
l'apprenti meurt, plus d'une trentaine de passagers meurent. Le promoteur du car, mais c'est fini pour le car. En fait, la perte, c'est à tous les niveaux. Le promoteur du car perd, le chauffeur meurt, l'apprenti meurt, les passagers meurent. Mais est-ce qu'on doit-on continuer comme ça? Doit-on continuer sous l'eau? Qu'est-ce que l'on doit faire vraiment pour arrêter un peu cette hécatombe? Voilà, bon, comme je le disais à l'entame de mes propos, l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Et aujourd'hui, il n'est pas trop demandé de demander à l'État d'aller mettre des gendarmes sur les routes que vous avez qualifiées d'accidentogènes. Donc sur ces routes, si on a des gendarmes qui sont avec peut-être, c'est pas au-dessus des moyens de l'État, peut-être avec de radars, on peut savoir la faute incombe à qui. Aujourd'hui, le ministre, dans son communiqué, le ministère a indiqué qu'il va ouvrir une enquête. Si les deux chauffeurs sont déjà morts, on va demander à qui a fait quoi, comment c'est ça. Donc très souvent aussi, la responsabilité incombe très souvent aussi à des passagers. Moi, par exemple, j'ai emprunté la dernière fois une compagnie, Bamako, une autre localité. Les gens demandent au chauffeur de rouler, que le chauffeur, le car là ne part pas vite. Moi, je dis, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Et si vous demandez au chauffeur de rouler à tombeau ouvert, et si il nous arrivait quelque chose, vous pensez que nous allons sortir vivants de ces cars-là? Donc moi, j'ai laissé le chauffeur qui est professionnel, parce qu'on a demandé le professionnalisme dans tous les secteurs. Et au niveau aussi de ces compagnies, il faut demander du professionnalisme. Que les chauffeurs n'écoutent pas les passagers. Parce qu'ils sont professionnels qu'on les a confié la vie de ces centaines de passagers dans leur car, dans un seul bus. Donc, il ne faut pas qu'ils cèdent à la passion ou à la tentation de dire « ce sont les passagers qui m'ont demandé ». Les passagers ne vont pas rendre compte. Par exemple, si ce qu'il a dit, quand a dit, aujourd'hui l'État dit « d'accord, on va aller vers les sanctions pécuniaires ». C'est-à-dire, toute compagnie qui fait un accident, qui cause des blessés graves, qui cause des morts, vous allez dédommager les morts, les victimes, dédommager prendre en charge les blessés. Si on arrive à faire ça, vous allez trouver que toutes ces compagnies vont recruter des chauffeurs responsables, pas n'importe qui. Donc, l'État peut aller vers des sanctions pécuniaires, comme il a dit, ça c'est une bonne suggestion, mais aussi que les compagnies sachent que chaque vie qui tombe, c'est vraiment une vie qui meurt. Très souvent, c'est des chefs de famille, c'est des mères de famille qui meurent. Donc, c'est des soutiens des familles. Donc, parce qu'on ne leur demande pas ces sanctions pécuniaires-là qu'ils continuent. Donc, il faut aller vers ça. Alors, justement, c'est vrai qu'il faut des sanctions pécuniaires comme vous proposez. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas aussi judicieux pour l'État, surtout au niveau du département, la direction des transports, de jeter un coup d'œil sur les écoles, auto-écoles? Parce que là, le permis, aujourd'hui, c'est aussi un problème. On voit qu'aujourd'hui, pour avoir un permis, il y a aussi un couac qui se pose. Est-ce que tout ceci aussi n'est pas aussi à la cause de ces chauffards, si je peux me permettre, qui font tous ces victimes sur nos routes? Merci Paul. Vous savez, en réalité, la question elle est très pertinente. Aujourd'hui, quand tu sors à Bamako, quand tu fais une enquête, tu te rends compte qu'il y a une floraison d'écoles, aujourd'hui appelées auto-écoles. Mais comment ces permis sont délivrés? Aujourd'hui, à Bamako, tu peux avoir même un permis de conduire sans même aller à l'auto-école. Mais ce n'est pas ça le problème en réalité. Le problème se situe à 3 niveaux. Premier niveau, d'abord, l'État doit s'assumer en prenant des mesures strictes contre les compagnies fautives. Deuxième niveau, les passagers. Je dois me rendre à Ségou, je trouve que le car est rempli, j'attends un autre car. Je ne suis pas obligé de rentrer dans ce car qui est déjà rempli. Mais là où le bas blesse, quand tu empruntes la RN6 qui est la route de Ségou, Bamako, Mopti, tu vas te rendre compte que tu vas avoir un car, à l'intérieur du car, il y a 80 passagers. Même entre les deux chaises, l'allée, l'apprenti donne un bidon de 20 litres à quelqu'un, il paie son argent et s'assoit sur un bidon Bamako, Mopti. Et en cas d'accident, mais comment tu vas expliquer ça là? Troisième élément, l'aspect financier qui est très important. Ce qu'on ne vous dit pas en réalité, moi j'ai mené une investigation en la matière. Il y a ces compagnies à Bamako qui demandent à leurs chauffeurs de rouler vite. Pourquoi? De faire chap-chap. Parce que quand tu prends maintenant à faire 3 tours, 4 tours, tu as des bonus. Bamako, Fana, ça fait 120 km. Bamako, Ségou, ça fait 240 km. Le chauffeur qui parvient à faire 2 ou 3 tours, Bamako, Ségou, mais tu as des bonus.
Mais tu as des bonus. Mais les promoteurs de compagnie ne disent jamais ça aux chauffeurs. Ils ne disent jamais ça aux passagers. Mais entre eux, promoteurs de compagnie et chauffeurs, il y a ce petit deal qui est là à l'intérieur. Comme on aime le dire, chauffeur, mais le chauffeur, il voit l'aspect financier qui est là. Le promoteur de la compagnie, il voit l'aspect financier qui est là. Son car parvient à faire 3 tours entre Bamako et Ségou. Sur le plan financier, il gagne de l'argent. Mais ce qui concerne la sécurité des passagers, mais ça, c'est relégué au second plan. Second plan, justement, sous l'eau. Parlant de cette école, selon vous, qu'est-ce qu'on doit en faire? Parce que c'est vrai, les accidents sont trop, parce que beaucoup, comme l'a dit tout de suite Kanouté, beaucoup n'ont pas de permis, ils sont à la maison, ils ont le permis, alors que quand même, il faut maîtriser le BABA, c'est-à-dire que le code de la route. Oui, mais ce n'est pas la faute à ceux qui parviennent à s'octroyer ces permis sans conduire ou sans aller à l'auto-école. Comment ces auto-écoles sont mises en place? C'est ça aussi, il faut aller voir comment toutes ces auto-écoles sont en place, comment toutes ces compagnies sont créées. Est-ce que toutes ces compagnies ont une licence de l'État pour créer une compagnie de transport routier? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Est-ce que le ministère en charge de transport a délivré des permis, des licences à toutes ces compagnies-là? Aujourd'hui, moi, je peux me permettre d'acheter un bus, j'achète, et je dis à Bamako, je donne sous le transport, et basta, c'est fini, c'est sous le transport. Si j'arrive à économiser, comme il a dit, à engranger des bénéfices, j'achète un autre, encore un autre, donc je dis, ça c'est ma place, et c'est fini. La mairie vient seulement demander de l'impôt, peut-être tout ce qui est fisc et autres, là, c'est fini, on ne me demande pas. Bon, même si on demande, je crois qu'il n'y a pas de rigueur. Sinon, s'il y a une rigueur qui dit son nom, toutes ces compagnies ne doivent pas exister dans un pays sérieux. À vous attendre parler, si je comprends bien, c'est que c'est le laisser aller l'incivisme qui est à la base de tout ça. Exactement. Alors, pour refermer ce chapitre, selon vous, avec des prises de propositions concrètes, qu'est-ce que l'on peut faire réellement pour vraiment mettre un temps soit peu fin à tous ces accidents sur la route? Kanouté. Vous savez qu'en la matière, il y a eu des campagnes d'information. Il y a eu des campagnes de sensibilisation à tous les niveaux. Le département en charge, la NASER et autres là. Mon frère, la réponse elle est toute simple. Appliquons le bâton. Appliquons le bâton sous l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement, moi je suis dans le respect des lois, et que s'il n'y a pas ces lois, il faut légiférer des lois pour contrôler ces secteurs, sinon des Maliens perdent la vie inutilement. Deuxième sujet de notre départ, la rentrée scolaire qui était normalement prévue pour ce mois d'octobre est reportée au 4 novembre. La raison officielle annoncée, c'est le souci de permettre aux sinistrés des inondations occupant les salles de classe de pouvoir trouver des endroits en libérant les salles de classe. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est l'état de catastrophe nationale qui a poussé le ministère à pouvoir prendre cette décision. Également, le ministère, par cette décision, a voulu offrir des conditions d'apprentissage optimales à tous les acteurs du système éducatif. Sous l'eau, l'école repoussée un mois, qu'est-ce que cela vous a fait quand vous avez appris la nouvelle? Moi, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas, d'autant plus que je me demandais est-ce que je suis dans un état géré par des hommes responsables. Comment ça? Dur, le mot que j'emploie est dur, mais c'est quand même, on ne peut pas dire, parce qu'on avait vu un communiqué datant seulement d'une semaine avant l'annonce du report, que la rentrée est bel et bien maintenue au 1er octobre. C'est communiqué, tout le monde a vu ici au Mali. Et à moins de 24 heures, je dis bien à moins de 24 heures, parce que la rentrée, tout le monde pensait que c'était le 1er, et à 13 heures sur le plateau de la télévision nationale, le ministre vient en catastrophe pour annoncer le report. Donc, c'est à se demander où est gouverner un État, la stratégie de gouvernance d'un État. Parce que, comme on dit dans notre jargon, gouverner, c'est prévoir. Donc, on devait anticiper à tout ça, parce que l'état de catastrophe nationale a été décrété quand? C'est plus de 2 mois. 2 mois avant l'annonce de la rentrée. On savait qu'il y avait l'état de catastrophe naturelle qui a été décrété par le président de la transition. Donc, tout le monde le savait. Donc, ce n'est pas à moins de 24 heures qu'on va nous venir sortir pour dire, tout en avançant une semaine avant, que la rentrée aura bel et bien lieu, et à moins de 24 heures pour venir dire le contraire. Ce n'est pas... La rentrée est reportée parce que les sinistrés sont dans les salles de classe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En réalité, le report de la rentrée prouve aujourd'hui à suffisance
ce qu'on a tout le temps dit, l'amateurisme au sein du département de l'éducation. Je dis pourquoi. Il y a le ministre qui est là, qui coordonne. Le ministre a un rôle de coordination. Le Ségal est là. Il a un cabinet qui est composé du Ségal. Il y a un chef de cabinet, il y a des conseillers, il y a des chargés de mission. Moi, en tant que ministre, pour ne pas tomber dans cette situation, mais je vais d'abord m'entretenir avec le cabinet pour voir la faisabilité de la rentrée. Après le cabinet, je prends attache avec les parents d'élèves. Après les parents d'élèves, il y a ce qu'on appelle les CGS, les comités de gestion scolaire. Après eux, maintenant les syndicats. Maintenant, après avoir rencontré maintenant tous ces acteurs qui interviennent dans l'éducation, on programme la rentrée. Mais sachant bien que l'État avait décrété l'état de catastrophe naturelle depuis longtemps, il y a déjà 10 mois, le ministre devait dire attention avec ce document-là. Également, les quantités de pluviométrie annoncées par la météo, il fallait penser depuis longtemps à repousser la rentrée. Donc c'est pourquoi moi, le fait de repousser la rentrée, je suis d'accord avec le ministre. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est à la veille. Non. C'est à la veille de faire ça. Ça a été repoussé, ça a été expliqué. Effectivement, on est d'accord, il y a des sinistrés qui sont encore dans les écoles. Alors aujourd'hui, on a dit 4 novembre, 4 novembre c'est pas loin. Qu'est-ce que l'on doit faire concrètement pour ces sinistrés-là, pour que 4 novembre y ait rentrée effective? En réalité, est-ce que la date même de 4 novembre sera maintenue? Moi, je me pose la question. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, quand tu prends le Mali, nous avons 26 académies d'enseignement. Et au niveau de ces 26 académies d'enseignement, on a 128 écoles qui sont aujourd'hui occupées par les sinistrés. Et plus de 200 écoles sont aujourd'hui effondrées. Alors moi, je me pose la question, est-ce que l'État aujourd'hui a les moyens de reloger aujourd'hui tous ces sinistrés avant la date butoir du 4 novembre? C'est la question que moi je me pose. Je pense que c'est possible, puisque si on regarde bien, je ne vais pas être l'avocat des autorités, mais quand on regarde dans presque tous nos cercles et régions, nous avons quand même des logements sociaux qui ne sont pas occupés. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de reloger ces sinistrés là-bas pour qu'on puisse vraiment... Exactement. Même à Bamako, il y a tellement de logements sociaux vides, mais on a l'impression, c'est pourquoi il a parlé de l'amateurisme. J'ai aimé ce mot-là, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de coordination même entre les différents, au niveau des différents départements. Parce que si le ministère de l'Éducation, moi je sais le secrétaire général du ministère qui a été mon président, moi je sais sa méthode de travail. Il est rigolo, il anticipe. Et quand il y a des décisions politiques, lui il est très... il n'a pas grand-chose à faire. Mais si c'était lui aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, je sais que le secrétaire général allait anticiper ça et allait trouver tous les moyens, allait mettre... tout ce qu'on vient de dire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez à Fana, quand vous partez à Banyangara, il y a des logements sociaux. À Tombouctou, il y a des logements sociaux très souvent inoccupés. Mais pourquoi ne pas reloger ces logements sociaux et les sécuriser? Parce que si on faisait ça, aujourd'hui, on allait, même à Bamako, comme je disais, à Kati, il y a tellement de logements sociaux vides qui ne sont pas occupés. Il y a le camp de la ministre. Ce sont les gens et autres là qui habitent. Pourquoi ne pas amener les gens vers ces logements sociaux? Donc pour désencombrer, pour en quelque sorte réhabiliter les écoles aujourd'hui effondrées. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'aspects pour l'école malienne. On ne peut pas même au-delà de... Qu'est-ce que l'on doit faire concrètement? Parce que là, aujourd'hui, une chose, c'est que nous sommes unanimes, il doit y avoir rentrée scolaire. Nous devons respecter, le 4 octobre, nous devons respecter le programme de CAMES, nous devons respecter les partenaires, nous devons respecter nos engagements du monde éducatif vis-à-vis des partenaires de la communauté internationale. Presque toute la sous-région, les écoles ont commencé, ça part quelques pays tels que le Niger et le Mali. Qu'est-ce que concrètement aujourd'hui, 4 octobre, on doit aller à 4 novembre du moins, 4 novembre, on doit aller en classe. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'urgence? Kanouté. Vous savez, la réponse elle est toute simple. D'abord, reloger les sinistrés qui sont dans les 128 écoles aujourd'hui occupées au niveau des 26 académies à travers le pays. C'est tout simplement la solution. Trouver une solution à eux. C'est ça le problème aujourd'hui. Si aujourd'hui l'État parvient à trouver une solution pour reloger aujourd'hui les sinistrés qui occupent les écoles, également revoir les conditions de ces écoles-là. Si il y a des écoles qui sont aujourd'hui endommagées, les 200 et quelques écoles aujourd'hui qui sont endommagées, aujourd'hui il faut encore aller vers ces écoles-là, refaire ces écoles-là. Je parle de l'aspect hygiène de ces écoles-là. Moi je pense qu'on peut faire la rentrée. Mais tant qu'il n'y a pas cet aspect aujourd'hui, c'est vu à l'échec.
rapidement, je ne crois pas que ce 4 novembre sera tenable parce que d'autant plus que la météo même annonce que la pluie va continuer jusqu'au mois de novembre. Oui, mais donc, qu'est-ce que vous préconisez? On repousse parce que c'est un changement climatique, un dérèglement climatique. Et on ramène, au lieu que la fin de l'année scolaire soit au mois de juin, on ramène, suivant le calendrier, on en ramène au mois de juillet ou au mois d'août. Si on peut faire ça comme ça, sinon ça va être très compliqué de continuer d'ouvrir le mois de novembre. Parce que ce n'est pas seulement les écoles occupées. Hein. Il y a des écoles qui ne sont pas occupées, qui ne sont pas effondrées, mais qui sont inondées. Où est-ce que les enfants vont aller? Par exemple, Kalabankoro, Baro Djogorani, ces quartiers-là, Sotiba, les écoles qui ne sont pas occupées, mais qui sont inondées. Il y a l'eau partout. Comment est-ce que les enfants vont aller à l'école? Donc il y a tout ça. Donc aujourd'hui, je crois que le ministère, comme je disais, est en train de voir vraiment aujourd'hui, parce qu'ils ont vu qu'ils ont fait quand même une erreur qui est humaine à tous, mais ils sont en train de voir comment ils vont le faire. Et moi, le mieux qu'on peut faire, c'est repousser encore d'un mois et rattraper sur le mois de clôture. Repousser des mois, cela ne va pas encore empiéter trop sur le système. Et justement, la synergie des enseignants, hier, était en conférence de presse. Là, déjà, ils sont en train de brandir déjà un préavis de grève. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on va avoir une rentrée scolaire vraiment très tendance cette année? Non, il faut certainement à une rentrée de classe tendue. Il faut s'attendre dans les jours à venir à un bras de fer entre le ministre de l'Éducation, Dr Sissawane, et les syndicats. Ça, il faut s'attendre à ça. Parce que hier, ils ont été très clairs. Ils ont déjà brandi un préavis de grève qu'ils vont déposer dès la rentrée des classes. Donc, est-ce que c'est pour dire qu'on va encore renouer avec la cascade des grèves? Exactement, parce que l'une des raisons qui n'ont pas été dites, c'est la menace des syndicats aussi fait partie du report de ce report-là. Donc, vraiment, on voit que la synergie du 15 octobre là, est en train de venir en force et on craint que le pacte social est rompu et qu'il y ait une rentrée vraiment mouvementée. Alors, pour refermer rapidement ce chapitre pour mettre fin à notre débat, Monsieur de la presse, c'est vrai que vous informez. Alors, si on vous demandait, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment pour qu'on puisse avoir une rentrée scolaire apaisée et une rentrée scolaire effective? Rentrée scolaire apaisée et effective, moi je pense que la solution est toute simple. Le ministre s'assume, qui échange avec tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation, qui ne prend pas une décision, qui ne gère pas en solo, qui fait en sorte que son cabinet puisse être au courant, au parfum des décisions qui sont prises, qu'il aille vers tous les acteurs de l'éducation, les enseignants, les parents d'élèves, les CGS, les syndicats, ensemble qui s'asseyent, qui se regardent en face, qui se disent certaines vérités, et au sortir de cette rencontre, qu'il y ait des propositions concrètes. Pas de gestion en solo, une gestion collective. Oui, comme il l'a dit, le dialogue. Rien que le dialogue qui peut sauver cette rentrée. Et comme il l'a dit, c'est ce dialogue-là qui permettra de dire ce que le ministère peut supporter et ce que le ministère ne peut pas supporter. Et aujourd'hui, tout le monde sait que économiquement, financièrement, c'est vraiment pas rose au niveau de l'État. Donc les syndicats doivent savoir ça aussi. Mais pour que les syndicats doivent savoir, il faut que l'autorité en place, le premier responsable du département, les revienne pour expliquer clairement et avoir une sorte de pacte social au niveau du ministère de l'Éducation. Et seulement par ça qu'on peut avoir une école. Ce n'est pas seulement la rentrée, même l'année scolaire saine. Merci de nous avoir suivis. C'est sur ces mots que se referme notre débat du jour. Nos invités étaient Brema Soulo, journaliste correspondant média au Mali, et Mohamed Kanouté, journaliste rédacteur en chef du site d'information Mali 24. D'ici là, portez-vous bien, restez en notre compagnie. Que Dieu bénisse le Mali. Au revoir.